C'est un paradoxe économique absolument fascinant. Comment une région entière arrive-t-elle à générer une richesse colossale et à devenir une vraie puissance mondiale, sans même s'appuyer sur la base industrielle classique qu'on retrouve à peu près partout ailleurs? Pas d'usine géante, pas de production de masse, et pourtant, le succès est incontestable. Alors plongeons dans cette analyse pour décrypter ce véritable miracle logistique du Moyen-Orient. Le secret, un modèle économique totalement différent qui transforme la simple circulation des marchandises en or massif. Au programme de notre analyse, on va d'abord explorer cette fameuse anomalie industrielle. Ensuite, on décortiquera l'anatomie d'un hub avant de se pencher sur la géniale innovation du MER-Air. On regardera de très près le cas pratique de Dubaï et enfin, on terminera sur les limites et les leçons stratégiques de ce modèle. C'est parti avec notre première étape, l'anomalie industrielle. Le contraste à l'échelle mondiale est pour le moins saisissant. Pensez aux grands pôles économiques que l'on connaît tous bien. Ils se sont formés sur des bases ultra classiques. Les États-Unis, par exemple, se sont bâtis sur une production et une consommation de masse. L'Europe a misé sur son intégration régionale. L'Asie, quant à elle, a explosé grâce à une industrialisation intensive. Mais face à tout ça, le Moyen-Orient, et plus particulièrement les pays du Golfe, c'est une anomalie totale. Il n'y a littéralement aucune base industrielle classique au départ. Le coup de génie, ça a été de prendre la géographie et d'en faire un atout stratégique absolu. Et tout se résume à un chiffre tout simple, le chiffre 3. Pourquoi 3 ? Parce que le Moyen-Orient se trouve exactement à l'intersection de 3 continents majeurs, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. C'est un avantage naturel incroyable. Mais bon, une position géographique sur une carte, ça ne vaut rien si on ne l'exploite pas, n'est-ce pas ? Et c'est là que le modèle du Golfe frappe fort. Il a pris cette position à la croisée des mondes et l'a transformée en une arme économique redoutable. Une simple coordonnée GPS est devenue une machine logistique ultra performante. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'anatomie d'un hub. Comment ça marche exactement ? Le concept de hub logistique, c'est vraiment le cœur du réacteur. Attention, on ne parle pas juste d'un simple point de passage ou d'un grand hangar où les cartons prennent la poussière. Pas du tout. C'est un écosystème ultra dynamique. C'est une plateforme tentaculaire où les flux du monde entier convergent, sont traités, stockés, parfois même reconditionnés, puis redistribués. C'est ça la magie de l'opération. Le hub prend la simple circulation des biens et la transforme en une activité économique super rentable. Le pays tout entier devient une sorte d'immense routeur mondial. Évidemment, pour faire tourner une machine pareille, il faut un sacré moteur. Ce moteur, ce sont les zones franches, ou zones économiques spéciales. Comment font-ils pour attirer les géants internationaux ? Avec des arguments en béton, des exonérations fiscales massives, une administration tellement simplifiée que ça fluidifie toutes les démarches, et surtout, la garantie pour les investisseurs étrangers de garder 100% de la propriété de leur entreprise. Mais le vrai secret, le voici. Ces zones sont connectées directement aux ports et aux aéroports. Elles ne sont pas isolées au milieu de nulle part. Elles sont l'extension même du hub, ce qui réduit les délais à presque rien. Passons maintenant à une trouvaille brillante, notre troisième partie, l'innovation MER-Air. Ce processus en 3 étapes, c'est vraiment ce qui donne une longueur d'avance incroyable à la région. C'est la fusion parfaite entre la mer et l'air. Ça commence de façon classique, à l'étape 1, des montagnes de containers arrivent par gros navires. Mais c'est à l'étape 2 que ça devient génial. Dès le déchargement, les marchandises sont transférées par camion à une vitesse folle vers l'aéroport situé juste à côté. Ensuite, étape 3, réexpédition immédiate par avion vers le monde entier. C'est une véritable chorégraphie logistique. Ça crée le compromis parfait. C'est plus rapide que le bateau qui prend des semaines et c'est beaucoup moins cher que l'avion de bout en bout. Rapide, flexible et diablement efficace. Mais qu'est-ce qu'on fait transiter par ce système hybride ? On ne parle pas de charbon ou de matières premières lourdes ici. On parle de l'électronique de pointe, des marchandises urgentes et évidemment des volumes gigantesques générés par le commerce en ligne mondiale. Pour ces produits, qui ont une grande valeur ou qui doivent arriver presque hier, ce système MER-Air est une aubaine absolue. Regardons tout cela dans le monde réel avec notre 4e partie, l'étude de cas de Dubaï. Quand on regarde les sources, l'origine de ce succès est limpide. D'un côté, on a une vision étatique d'une ampleur folle, des plans colossaux pour diversifier l'économie et sortir de la dépendance totale au pétrole. De l'autre côté, on a le résultat très concret de cette vision, des infrastructures gigantesques. Le port de Jebel Ali, par exemple. C'est l'un des plus grands ports du monde et il est totalement interconnecté avec sa zone franche et son aéroport. L'État, ici, n'est pas là pour juste signer des paquets de régulation. C'est lui l'investisseur stratégique principal, celui qui construit le terrain de jeu de A à Z.
Et tout cela converge vers cette idée absolument fascinante. Créer de la valeur sans aucune production, c'est l'essence même de cet exploit. Les revenus ne viennent pas des usines, ils viennent du service, du stockage, de la redistribution. Le transport n'est plus juste le moyen de bouger un produit d'un point A à un point B, le transport est devenu le produit lui-même. C'est une industrie à part entière, génératrice de richesse, et Dubaï en est la vitrine parfaite. Enfin, abordons notre 5e et dernière partie, les limites et leçons stratégiques. Car oui, ce modèle n'est pas magique et il n'est certainement pas invincible. Les recherches mettent en lumière des vulnérabilités structurelles assez sérieuses. D'abord, une dépendance totale aux flux commerciaux mondiaux. En clair, si le commerce mondial éternue, le hub attrape une pneumonie. Ensuite, le fait de ne pas avoir de vraie base industrielle locale signifie que le pays dépend massivement des importations pour ses propres besoins. Et puis, il ne faut pas oublier la concurrence. D'autres pays observent, copient et de nouveaux hubs émergent un peu partout, ce qui menace de saturer le marché. Ce qui nous amène à la conclusion de nos sources, parfaitement résumée par cette observation. Le modèle du Moyen-Orient est le plus stratégique, opportuniste et rapide à mettre en place, mais il dépend fortement de facteurs externes. C'est un constat très objectif et équilibré. On a là une intelligence stratégique incroyable qui a permis de bâtir un empire économique en un éclair, mais c'est un empire fondé sur des flux extérieurs, ce qui le rend fondamentalement sensible aux tempêtes mondiales. Et c'est sur cette pensée que notre analyse se termine. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où l'on entend parler tous les jours de relocalisation, de protectionnisme et de démondialisation, une économie qui ne vit que par le transit continu de marchandises internationales peut-elle vraiment maintenir sa prospérité à long terme? C'est le grand défi de demain pour le miracle logistique du Moyen-Orient et franchement, une question passionnante sur l'avenir même de notre commerce mondial.